Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, mais aussi ancien député européen, militant de toujours de la cause européenne. Le deuxième tour de la présidentielle sera un référendum sur l'Europe, a expliqué cette semaine Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Je crois qu'il a raison sur ce plan. Je pense que l'enjeu géopolitique de cette élection est absolument majeur. Il y a l'Europe, l'Europe est en train de se mobiliser. Elle se mobilise face à une agression absolument caractérisée, injustifiée, d'une violence inouïe de la part des Russes sur l'Ukraine. Mais derrière l'Ukraine, il y a l'ensemble de l'Europe et il y a même l'ensemble de l'Alliance occidentale, de l'Alliance atlantique. On voit bien que si, à mes yeux par malheur, Madame Le Pen était élue, ce serait un bouleversement géopolitique de première grandeur. La présidence de l'Union européenne serait fracassée. L'unité profonde, la mobilisation commune des Européens au service de l'Ukraine, face à la Russie, serait brisée. Le mouvement d'un certain nombre de pays qui font une véritable révolution, comme la Suède ou la Finlande, qui se rapprochent de l'OTAN après des décennies ou des siècles de neutralité, serait cassé net. Et ce serait pour M. Poutine, qui est un adversaire résolu non seulement de l'Ukraine, mais également de toute forme d'union européenne forte, ce serait une victoire géopolitique de première grandeur. Ça annulerait une grande partie, sur le plan politique, des échecs militaires subis par l'armée russe depuis le 24 février. Et là, je crois que cet enjeu géopolitique, les Français n'en sont pas, à l'heure présente, tout à fait conscients, pleinement conscients, mais c'est très important. 80% des Français sont du côté des Ukrainiens. Eh bien, il faut bien comprendre que si on est du côté des Ukrainiens, si on est du côté de l'Europe, si on est du côté de l'Alliance occidentale, il s'agit de ne pas se tromper. Justement, sa proximité passée, en tout cas avec Vladimir Poutine, n'a visiblement pas tellement pénalisé Marine Le Pen, ni les positions pro-russes de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, même s'il a été éliminé au premier tour. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est très compliqué. Je crois qu'il y a une certaine introversion de l'opinion qu'a très bien joué Marine Le Pen au premier tour. Grande différence avec Zemmour. Zemmour s'est retrouvé prisonnier de déclarations qui ont été mises en avant par les médias et rendues conscientes à l'opinion, alors que Mme Le Pen a réussi d'une part à faire une campagne tout à fait en demi-teinte. Moi, je trouve que c'est ça la caractéristique de sa campagne du premier tour. Ça ressemble, moi je suis un vieux de la vieille, ça ressemble à la campagne de Mitterrand en 81, où il n'avait rien dit, il avait laissé Valéry Giscard d'Estaing faire quelques erreurs. Et en revanche, quand elle s'occupait de quelque chose, c'était la question du pouvoir d'achat, sur laquelle elle n'a d'ailleurs pas du tout de solution concrète, mais elle répond à une inquiétude des gens. Mais en revanche, il faut quand même dire que comme Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui disait que Poutine était un homme de paix, qu'il n'y aurait pas la guerre, donc il y a quand même une erreur, un manque de lucidité premier, et qui, systématiquement, ses amis sont du mauvais côté de la force. Gérald Darmanin citait hier un certain nombre de choses qui étaient tout à fait intéressantes. Il rappelait qu'au Parlement européen, ils se sont opposés à tout, par exemple à la suspension des portefeuilles dorés pour les oligarques, refus de cautionner le prêt qui aide les Ukrainiens à tenir le coup, refus même d'aider, de faire des concessions financière au profit des réfugiés. On a vraiment le problème fondamental dans cette affaire, c'est que dans cette guerre, cette confrontation majeure, qui est à mon avis la confrontation la plus importante depuis la crise de Cuba entre l'Est et l'Ouest, Madame Le Pen est du mauvais côté de la force. Si elle devient présidente, Marine Le Pen prévoit aussi d'arrêter l'ensemble des coopérations avec Berlin. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Écoutez, je ne sais pas, on voit bien sur quoi elle surfe. Il y a un certain mécontentement de la part d'industriels sur la qualité, la difficulté d'avoir des accords de coopération efficaces. Elle reproche à l'Allemagne d'acheter américain son matériel de défense. Oui, mais alors, oui, elle ne le reproche pas à la Pologne. Donc, il faut savoir où on en est. C'est évident que les Allemands ont une certaine difficulté à penser la défense européenne sans envisager des concessions faites aux États-Unis. Bon, c'est vrai, ils dépendent de leur sécurité, ils ont
fait ce choix après la guerre, au début ils n'avaient pas le choix, face à la Russie, et ils se remettent dans une situation de cet ordre, et nous avons du mal, alors que nous avons une très belle industrie, notamment aéronautique, nous avons du mal à les faire changer sur ce plan-là. Mais il faut bien voir que ce qu'on fait depuis 3-4 ans va dans la bonne direction. On a quand même développé, on développe les technologies européennes, chacun prend conscience. Alors c'est lent, c'est difficile, mais l'idée idiote, c'est d'aller dans l'autre sens. C'est de casser ces mécanismes de coopération. Il est évident que si nous voulons être libres, nous voulons être prospères, nous voulons avoir de l'influence, il faut renforcer la cohésion politique, technologique, stratégique entre l'ensemble des Européens et nous. Alors, et la France a un rôle important parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne. Hein. Moi, je suis très frappé dans mes contacts du degré d'intérêt. Par exemple, j'ai été récemment à Stockholm, à Helsinki, à Vilnius, dans les pays baltes, etc. L'Italie elle-même, qui était très traditionnellement très atlantique, M. Draghi a fait des déclarations très intéressantes. Il y a une prise de conscience de la nécessité d'un pilier européen de l'Alliance. C'est vraiment pas le moment de casser ce mouvement. Alors Emmanuel Macron, lui, il a toujours brandi ses convictions européennes, mais il n'a pas toujours réussi à aller au bout de ses ambitions, à trouver les alliés qu'il cherchait. Vous avez déjà vu un homme politique qui arrive à aller au bout de ses ambitions. Par exemple, pour réformer Schengen ou les règles de Dublin sur l'accueil des réfugiés. En quoi est-ce qu'il ferait mieux au cours d'un second mandat? Écoutez, l'exemple que vous donnez est un des plus difficiles. C'est évident qu'il y a un égoïsme de la part des États européens. Le système de Schengen, c'est quand même, pas de Schengen, mais le système des immigrés, de Dublin, pardon, oui, ça consiste à dire que le pays d'accueil doit tout prendre pour lui. C'est quand même d'une extrême injustice. Vous avez des pays qui sont complètement protégés, comme l'Autriche, l'Allemagne, etc., qui d'ailleurs sont très solidaires sur ce plan-là. Et puis des petits pays comme Malte, par exemple, qui reçoivent des flux de réfugiés qui n'ont absolument pas les moyens de faire. Alors il faut solidariser tout ça, il faut harmoniser, il faut unifier les frontières pour avoir un contrôle homogène, qui n'est pas facile, parce que contrôler les mouvements dans les îles grecques, par exemple, c'est très difficile, et il faut solidariser financièrement. Les intérêts divergent, comment est-ce qu'on fait vous savez, l'égoïsme, c'est quand même pas quelque chose de... L'Europe, ça consiste quand même... Moi, j'ai une devise de l'Union européenne, c'est égoïsme bien ordonné commence par les autres. Vous avez le contraire de la formule charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que si vous voulez défendre pleinement vos intérêts, efficacement et durablement, vous avez intérêt à prendre en compte les intérêts des autres. C'est la base de l'Europe, mais ça se heurte à ce que le regretté Jean-Paul Sartre appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire l'égoïsme. Un mot sur la Finlande et la Suède, vous en parliez tout à l'heure. La Russie met en garde l'OTAN contre une adhésion de ces deux pays qu'ils envisagent désormais. Est-ce qu'il faut envisager cette perspective ou éviter ce que Poutine pourrait considérer comme une provocation ? Non, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question ces dernières semaines. Le président finlandais est venu à Paris. Il a d'ailleurs souhaité me rencontrer également mon collègue du Sénat, Monsieur Cambon. C'est assez étonnant, un chef d'État qui s'intéresse à ce que pensent les parlementaires. On n'a pas l'habitude de ça en France. En France, c'est pas tellement l'idée depuis une cinquantaine d'années, mais enfin c'est comme ça. Et ce qui m'a frappé, et puis je suis après allé en Finlande, j'ai discuté avec mes homologues, et ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire esprit de responsabilité de ces gens. Les Finlandais m'ont dit, ça sera dur, M. Poutine a les moyens de créer un certain embarras, il peut créer de sérieuses difficultés de circulation aérienne et navale en mer Baltique, mais nous connaissons les Russes, nous savons la menace qu'ils font peser sur nous, nous savons que l'affaire ukrainienne introduit un changement majeur dans les relations entre les Russes et l'ouest de l'Europe, et nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Alors ils disent ça calmement, lentement, avec de grands espaces de silence entre chaque mot, à la manière finlandaise, et ça n'en est que plus impressionnant. Et avec la Suède, j'ai eu exactement le même sentiment. Ce sont des gens, les Suédois m'ont dit, ça fait 200 ans, depuis Bernadotte, qu'on est neutre. On va peut-être changer en 2 mois. On le fera décisivement, si on le fait, au terme d'un processus de consensus, de concertation et de consensus qui s'achèvera en mai.
Voilà des gens, moi je suis je suis pas admiratif de tout ce que font les Suédois ou les Finlandais, mais la façon réfléchie, responsable, d'aborder des questions aussi graves sans méconnaître du tout les conséquences négatives que ça représente, mais en assumant les responsabilités, moi je dis chapeau les citoyens de Finlande et de Suède. Rapidement, un mot de politique intérieure. Emmanuel Macron, au soir du premier tour, a annoncé un grand rassemblement de ses partisans, ceux qui l'ont soutenu depuis 6 ans et puis ceux qui veulent le rejoindre aujourd'hui. Nous avons besoin de pluralisme, met en garde ce matin François Bayrou sur RTL. Il faut que chacun soit respecté. Alors, est-ce que vous aussi, membre du MoDem, craignez une sorte de fusion-absorption au sein d'un grand parti unique de gouvernement? Écoutez, moi j'avais dit, au moment où je me suis rallié à Macron en 2017, j'avais dit qu'il y avait 2 façons d'organiser la majorité, soit par le haut, on faisait effectivement ce que vous venez de décrire, un grand parti fusion-absorption, soit à la manière de Mme Merkel, des Allemands, en rassemblant des partis. J'étais pour la 2e position. On a choisi un mixte. Vous avez compris vers quoi le président veut s'acheminer? C'est pas très clair. Je crois qu'il a une idée très juste, c'est qu'il faut rassembler tout le monde. Et sur les modalités, on est là pour lui dire que ça ne peut pas se faire autrement que par la base. C'est-à-dire, ça c'est le vieil UDF qui parle, c'est quand même une fédération de sensibilités différentes qui doivent s'assumer en tant que sensibilité. Donc plutôt une fédération qu'un seul parti avec des courants. Oui, mais une fédération qui marche. Le problème de l'UDF, c'est que ce n'était pas une fédération. C'est que c'était tout le monde, il fallait tout décider à l'unanimité. Donc là, il faudra effectivement avoir des mécanismes d'arbitrage, notamment pour les candidatures aux différentes élections. Il ne faut pas que ce soit la pagaille. Mais en même temps, je crois qu'on ne peut pas avoir une vie démocratique en ignorant les courants traditionnels de sensibilité, même si on ne peut pas non plus accepter une espèce de concurrence anarchique de tous les courants de sensibilité sans aucune unité. C'est très faisable. Et la proportionnelle, pour laquelle nous combattons, François Bayrou, moi, ça va depuis longtemps, serait évidemment un instrument irremplaçable de diversification dans l'unité de la future majorité. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges.